Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On accueille aujourd'hui le patron de Berlcoin, Laurent. Comment ça va? Très bien, et toi-même? Ça va super. J'ai en fait une seule question dans cette vidéo et je pense qu'on est nombreux à vouloir comprendre pourquoi on ne peut pas, ou c'est difficile, ou il y a des blocages, pourquoi voilà, on n'arrive pas à tokeniser de l'immobilier en France. On va revenir sur cette question dans la deuxième partie de la vidéo. Mais déjà, présentons Berlcoin. Berlcoin, qu'est-ce que c'est? Comment ça a démarré? C'était quoi l'idée? On en est où? Je te laisse présenter ton bébé. Alors en fait, Berlcoin, c'est une façon simple et rentable d'investir dans l'immobilier. Ça permet d'investir dans l'immobilier à Berlin. Donc Berlin, c'est une ville très très intéressante pour investir, puisque c'est une ville qui a un taux de croissance de 11,5% en 2021. C'est de l'immobilier donc fractionné, hein, Alors, ça permet attends, d'investir. croissance, je vais arrêter de temps. Je suis comme ça, je coupe la parole. 11,5% en 2021, mais depuis 10 ans, Berlin explose. Non, parce que j'ai Tout à fait. regardé la courbe. Je suis pas du tout investisseur, je tiens à préciser, je suis pas du tout investisseur de Berlcoin ni quoi que ce soit, ni d'ailleurs de Invest Dubai, mais quand on voit Dubaï qui s'explose pendant 10 ans et Berlcoin qui explose, et Berlin qui explose pendant 10 ans, c'est quand même intéressant. Je te laisse continuer. Mhm. Donc je recommence tout ou... Non, 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 tu continues, tu continues. Donc, c'est un investissement basé sur des royalties, hein, avec des royalties qui sont distribuées tous les jours, et ce, dès le premier jour, donc sans frais d'entrée ni de frais de sortie. C'est de l'investissement qui est tokenisé. Donc, on utilise les technologies du Web3 à la fois pour sécuriser les transactions, pour limiter les risques propres à l'immobilier, et pour permettre de revendre ces Berlcoins en 3 clics sans aucune formalité. Donc, c'est pas je stoppe pour ceux qui ne maîtrisent pas. Donc, royalties, contrat de droit futur, ce n'est pas un titre de propriété. Tu tout à dis en fait. fait que vous reversez tous les jours des royalties. Est-ce que tu peux préciser exactement qu'est-ce que ça veut dire reverser? Est-ce que les gens reçoivent de l'argent sur leur wallet ou en cash? Comment ça se passe exactement? Alors, en fait, c'est la valeur du Berlcoin qui augmente tous les jours. Donc, en fait, le Berlcoin, d'un point de vue purement technique, ça fonctionne exactement comme un stablecoin. Au niveau de la blockchain Stellar, c'est les mêmes technologies. Donc, en fait, le cours du Berlcoin est directement indexé sur l'index de la croissance du marché berlinois. Donc, ça, c'est un index qui nous est fourni par l'Association des banques allemandes. Et on prévoit l'index futur sur le trimestre suivant, puisqu'en fait, ça nous est fourni tous les trimestres, avec la moyenne des 4 précédentes croissances, les 4 précédents trimestres. Et donc, ça permet en fait de calculer, vous pouvez très, très facilement calculer le cours du Berlcoin demain, après-demain, la semaine prochaine, jusqu'au prochain index. Alors, ce point, je m'arrête un petit peu pour juste exprimer avec mes mots. C'est un point pour moi très important et complètement inédit. C'est-à-dire qu'on a le prix d'un token qui est indexé sur un prix d'immobilier réel. On n'est pas du Tout à tout fait. comme sur Realty. Sur Realty, on investit, on a des tokens et les locataires payent des loyers et ces loyers sont reversés sous forme de dividendes. C'est ça qu'on reçoit. Mais là, sur Berlcoin, non, on est sur un index par rapport au prix de l'immobilier. Le prix d'immobilier monte, le Berlcoin monte et donc le token que l'on a monte aussi, sa valeur s'apprécie. C'est comme on pourrait dire une sorte de gain en capital. Néanmoins, est-ce que tu peux préciser, parce qu'on a l'impression là que c'est très virtuel, bon voilà, mais il y a de l'immobilier réel derrière, on Tout à investit fait. réellement dans de l'immobilier. Précise cette partie-là. Oui, alors c'est de l'immobilier réel. Non seulement c'est de l'immobilier réel, mais c'est de l'immobilier qu'on a déjà acheté. C'est-à-dire qu'on n'est pas une société de crowdfunding immobilier où on va collecter de l'argent pour ensuite choisir ce que l'on va acheter. Là, on achète d'abord, c'est nous qui achetons, et ensuite on émet les Berlcoins en fonction de la valeur de ce que l'on a acheté. Hein, c'est bien du véritable collatéral. Il n'y a pas de... Oui. D'accord. Donc derrière, ces royalties, on peut dire, sont adossées à de l'immobilier réel qui a déjà été acheté. On peut dire ça? Tout à fait. Oui. Donc, avec, Et ça va servir à acheter d'autres biens immobiliers après. En oui, fait, d'un point de vue technique, on est vendeur de nos propres actifs. Et ouais. quand on a vendu suffisamment, on rachète.
Ça, c'est intéressant. Et la question que je me posais à un moment donné, c'est les loyers qui sont perçus, puisque ces actifs eh bien, sont mis en location, donc il y a des revenus locatifs, il y a des charges, etc. Et ces revenus, ces bénéfices locatifs qui sont réalisés, eh bien, ne sont pas directement reversés sur les wallets, mais servent à réinvestir sur de nouvelles propriétés. Et Tout ces à fait. nouvelles propriétés vont faire aussi grossir le Barlcoin. C'est ça? Tout à fait. C'est ça. D'accord. Donc, en fait, Grosse différence par rapport à Realty, parce qu'on a tous, on est tellement investisseurs de Realty que c'est notre référence. Hein. Désolé de le citer comme oui, ça. oui. Ah, Mais mais sur Realty, chaque token est un token d'une propriété, alors que Mhm. sur Barlcoin, c'est une forme de pool, en fait. Tout à Derrière, fait. on est d'accord là-dessus. Oui, oui. C'est un seul, Oui. une cryptocurrency. C'est entièrement mutualisé. C'est entièrement mutualisé. Et les loyers vont servir en fait à participer aux prochains achats. Et avec ça, ça va augmenter le nombre de Barlcoin qui va être mis en circulation, sachant que les Barlcoin liés, qui sont financés par les loyers, ne sont pas redistribués. Ils sont gardés chez nous et ils vont servir en fait à augmenter encore la valeur patrimoniale, si je puis dire, du Barlcoin. Donc le nombre de Barlcoin en circulation va être en pourcentage légèrement moins important. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand on achète un bien, le jour où on l'achète, on perd à peu près 10% de sa valeur. Quand vous signez chez le notaire, vous avez en Frais de fait payé notaire. à peu près 10% de frais de notaire, de frais d'agent, tout ça. Et donc, les loyers vont servir dans un premier temps à compenser cette différence entre la valeur réelle et la valeur payée. Et ensuite, ça va servir à financer d'autres biens immobiliers. Et les Barlcoin émis par ce financement-là ne sont pas distribués. Donc, ils restent en stock. Alors, nous, on prend quand même 1% de frais par an sur ces Barlcoin, à condition qu'ils aient été émis. Hein. On n'émet pas de Barlcoin pour nous payer. Ça me fait Ça, c'est un penser, point. ce modèle, en fait, me fait un petit peu penser aux foncières, aux sociétés foncières qui sont cotées. Dans ces sociétés foncières, donc je peux acheter donc une action d'une société foncière. Cette société foncière possède des actifs immobiliers, parfois des centaines, parfois des milliers d'actifs immobiliers, et on a une action. Là, en fait, on a un Barlcoin, c'est pas une action, c'est un royalties, mais derrière, en fait, il y a un pool, en fait, il y a un ensemble de biens immobiliers. Donc, c'est un modèle qui est différent de un token par propriété. Là, on a un token pour plein de propriétés. En fait, on est dans une logique patrimoniale, beaucoup plus que dans une logique de revenus passifs. Le but du jeu, c'est de se constituer du patrimoine. Parce qu'en fait, avec le fractionnement immobilier, on s'est rendu compte que globalement, on recevait assez peu par mois. Même si vous avez investi 10 000 euros à 10%, ça vous fait 100 euros par mois. L'intérêt, là, c'est justement de réinvestir en continu, d'utiliser la technique des intérêts composés pour faire augmenter son capital de Je comprends façon tout à fait. progressive. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est encore plus passif que de devoir réinvestir à chaque fois sur les propriétés, puisque c'est fait automatiquement. En fait, on n'a pas le choix, l'investisseur n'a pas le choix de dire je veux cette propriété et je veux pas celle-là. Non, non, non. Ça, c'est délégué au niveau de Barlcoin. Voilà. Non, non, c'est Je très. précise, Ouais. je précise qu'il n'a pas le choix, mais il n'en prend pas le risque non plus. Puisqu'en fait, comme c'est indexé sur le marché berlinois, et ça, c'est une des façons dont on gagne, nous, de l'argent, c'est-à-dire qu'en fait, on achète des biens immobiliers, on va les garder 10 ans, et dans 10 ans, on les revend. Pour des raisons fiscales, parce qu'en fait, au-delà de 10 ans, il n'y a pas d'impôt. Et en fait, nous, quand on va émettre des Barlcoin, par exemple, on achète un bien immobilier à 1 million d'euros à 100 euros le Barlcoin, on va émettre 10 000 Barlcoin. Dans 10 ans, on va revendre le bien immobilier. On va donc devoir prendre 10 000 Barlcoin dans notre propre patrimoine et on va détruire ces 10 000 Barlcoin. Donc, si on a vendu le bien immobilier, donc si on suit la même croissance, on va être à un Barlcoin à 250 euros, donc à 2,5 millions. Si on suit la même croissance, on doit vendre le bien 2,5 millions pour gagner de l'argent. Si on l'a vendu 2,3 millions, c'est pour notre pomme. Les 200 000 euros perdus, c'est nous. Donc, le risque, c'est nous qui avons fait le choix de la localisation. C'est nous qui prenons le risque de la moins-value si on a une. Inversement, si on l'a vendu 3 millions, notre entreprise a gagné 500 000. Alors, j'avais une question qui me trotte dans la tête sur l'indexation, parce que vous indexez le Barlcoin sur un index officiel de variation
des prix d'immobilier à Berlin. Et je me suis posé la question, mais comment font-ils? Comment font-ils? Alors, pourquoi j'avais cette question en tête? Parce que je me suis dit, quand on achète un bien immobilier, j'achète un bien immobilier à Berlin, il peut suivre l'index, mais il peut être au-dessus de l'index, un peu moins, on ne sait pas. C'est pour ça que sur toutes les autres sociétés de crowdfunding, etc., à un moment donné, il y a des réévaluations indépendantes des propriétés. Donc, des gens qui viennent plus ou moins indépendants réévaluer les propriétés. Mais là, je me suis dit, waouh, on n'a pas de réévaluation indépendante. Ils ont carrément tapé l'indice officiel. Comment est-ce qu'ils peuvent changer la valeur d'un coin en suivant cet index? Est-ce que tu peux donner un peu de précision par rapport à ça? Alors, d'un point de vue purement technique, ça fonctionne comme un stablecoin. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment fonctionne un stablecoin. En fait, alors déjà, il faut savoir que c'est totalement intégré à la blockchain Stellar. La blockchain Stellar permet de faire ce genre de choses. On n'a pas besoin de programmer quoi que ce soit. On n'a pas besoin. Il faut bien préciser, mais en tout cas, c'est une programmation interne à la blockchain Stellar. Et alors, ça fonctionne un petit peu comme je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les AMM d'un point de vue mathématique, les marchés automatiques. Un petit peu, mais éclaire-nous, mais rapidement, Ah bah, parce que sinon on en va gros, larguer tout le monde. En gros, sur un marché, sur un AMM, il vous sort un prix en fonction de l'offre et de la demande. Alors que dans un stablecoin, le prix, c'est une constante. Et donc, il va réguler les ordres d'achat et de vente en fonction de cette constance. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est assez compliqué d'un point de vue interne, mais c'est intégré directement dans la blockchain Stellar, donc c'est ce qui nous permet de faire ce genre de choses. OK, il y a un mécanisme mathématique, algorithmique pour faire ça, et il est intégré voilà, c'est pas votre petite, Voilà. votre petite cuisine, c'est fait dans la blockchain, c'est prévu pour. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné de déconnexion entre les propriétés que vous avez? Je prends un exemple. Mettons que les propriétés que vous avez ne suivent pas exactement l'indice de Berlin et en fait sont en dessous de l'indice. On peut imaginer par exemple que c'est des petites surfaces ou des grandes surfaces ou il se fait que vous êtes déconnecté de l'indice. Vous allez quand même réévaluer à l'indice. Donc, il n'y a pas une déconnexion entre le collatéral et le prix du barrel coin. Eh bien, dans ce cas-là, le risque, c'est nous qui le prenons. C'est vous Pour qui le les prenez. investisseurs, voilà. Pour les investisseurs, finalement, la valeur réelle, elle n'est pas très, très importante par rapport à la gestion de leur propre risque. Elle est très importante pour nous. Par contre, c'est clair que, et ça, c'est important à comprendre pour les investisseurs, parce que ce qui est important pour les investisseurs, c'est que le collatéral il soit bon. Alors, pour garantir que le collatéral il soit bon, ben c'est simple, c'est nous qui prenons le risque. Donc, quand on achète, on fait bien attention à ce que le bien qu'on achète va se valoriser dans le temps. Parce que sinon, dans 10 ans, quand il va falloir détruire les barrel coins, il va falloir les racheter. Et ben, dans ce cas-là, si on a mal choisi ou si on n'a pas eu de chance aussi, parce qu'il peut aussi y avoir des effets de chance, c'est nous qui avons pris le risque, c'est nous qui prenons la perte, mais c'est aussi nous qui prenons le gain si on vend mieux. C'est comme ça qu'on compte gagner de l'argent. Je comprends. Alors, dernière question avant de passer sur les histoires de réglementation, de loi, de royalties, etc. Précisons quand même que on suit l'indice. L'indice, il a beaucoup, beaucoup monté, mais l'indice, on ne sait pas dans le futur. Berlin peut monter, Berlin peut descendre. Si l'indice, alors deux questions, si l'indice descend, eh bien le Berlcoin va se déprécier et suivre l'indice. Donc, est-ce que tu peux confirmer ça? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux nous donner ta vision du marché berlinois dans les 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ce que tu en penses un petit peu. Alors, il faut savoir que le Bitcoin, il est basé sur un indice qui est un indice cumulatif quand même. Donc, il faut que le marché soit baissier avant que l'indice baisse réellement. C'est arrivé, ça arrive quelquefois de temps en temps de façon conjoncturelle, qu'il y ait une légère baisse de l'indice. Ça ne veut pas forcément dire que le Bitcoin va baisser. Pour qu'il baisse, il faut vraiment qu'il y ait une baisse constante. Mais ça peut arriver, effectivement, si le marché de l'immobilier, de toute façon, si le marché de l'immobilier berlinois venait à s'écrouler parce qu'il y a les chars russes sur Unter den Linden, c'est clair que le Bitcoin va baisser aussi. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, nous, sur notre vision sur les 10-15 prochaines années, on est
intimement convaincu que ça va continuer à monter. De toute façon, on n'aurait pas créé un outil basé sur un index si on ne pensait pas que ça allait monter. Alors, pourquoi ça va monter? D'abord parce qu'il y a un énorme rattrapage qui est en cours entre les prix de l'immobilier de Berlin et les autres capitales. Alors, non seulement les capitales européennes, mais aussi même les capitales régionales. D'un point de vue purement économique, il n'y a pas vraiment de raison que Berlin soit aussi bon marché par rapport à Munich. Ensuite, ce qui fait quand même la valeur d'un marché immobilier, c'est la pression immobilière. Et cette pression immobilière, elle est constante, elle est continue depuis des années. Il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent s'installer. Il y a des startups, énormément de startups qui s'installent à Berlin. Vous avez un nouvel aéroport international qui vient de se construire. Vous avez la plus grosse usine d'Europe de Tesla qui vient de s'ouvrir. Tout ça, ça amène énormément de monde. Ce sont des gens qui, en plus, sont riches, donc qui veulent des logements. Et des logements, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas parce que la ville est très, très peu dense, elle est très, très verte, mais elle a peu d'espace permettant de construire parce que les habitants ne veulent pas. Quand il y a des projets immobiliers qui sont proposés à la population, par exemple par voie référendaire, c'est une... D'accord. Donc, pour nous, ça va monter. Donc, c'est positif. Ça va monter. OK, après, Berlin, ça va monter. Voilà. D'accord. OK. On arrive sur la question, pourquoi ce token, ça représente des royalties, et pourquoi ça ne représenterait pas des parts sociales de, en fait, la SCI, puisque c'est une SCI derrière, pourquoi ce ne serait pas des parts de SCI ou des parts d'une SPV où on serait vraiment détenteur indirectement, mais de titres de propriété? Qu'est-ce qui bloque en France pour faire ça? Alors, en fait, le projet initial, c'était de reprendre un petit peu ce qu'avait fait Royalty. Alors, il y a deux choses Oui, il y a deux choses qui bloquent, c'est la fiscalité et la législation. Alors, la législation au niveau... en fait, c'est plutôt plus lié au formalisme des relations entre investisseurs. Donc, par exemple, si un investisseur voulait vendre son token, il serait obligé de le vendre à quelqu'un qui fait partie de qui soit référencé chez nous. On ne peut pas revendre le token comme on peut le faire ici à votre voisin, à votre belle-mère, à n'importe qui, comme vous voulez. Donc, il faudrait qu'il y ait un référencement chez nous. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait une assemblée générale qui accepte que vous vendiez votre token. Donc, on n'a absolument pas la souplesse de la tokenisation. Et puis, il y a tous les Alors, j'arrête sur ce point-là. Sur l'aspect qu'il soit référencé chez vous, la personne, et qu'il y ait donc des KYC et compagnie et tout ça, sur Realty, on a ce mécanisme. C'est-à-dire que ça existe, c'est le whitelist, on demande, c'est lourd, voilà, mais ça se fait. Ça se fait, c'est pas la cata. Sur le deuxième point, l'Assemblée générale, alors là, je ne sais pas s'il faut réunir des gens à chaque fois que, voilà, à chaque fois qu'on doit les mettre de nouveaux actionnaires, là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça c'est une obligation française. Alors, il y a des choses qui permettent d'assouplir. Par exemple, avoir un capital variable, ça permet de ne pas être obligé de faire des assemblées générales à chaque changement de token. Mais en fait, les comptables nous ont dit, vous allez prendre un risque juridique et un risque de contentieux qui est extrêmement important pour... En gros, s'il y a des problèmes, vous ne pourrez pas les gérer. Des problèmes juridiques. Hein. S'il y a des contentieux entre les actionnaires, ce genre de choses, ça va être très, très compliqué. Quel type de contentieux on pourrait voir? Quel type de problème il pourrait y avoir? Quelqu'un qui achète des tokens, qui conteste le prix, qui conteste... Non, quelqu'un qui a transféré ses tokens, mais qui a conservé les actions. En fait, le risque principal, il est là. Les tokens, ça se transfère très facilement. Donc, vous transférez les tokens, où, par exemple, les tokens sont bloqués dans un wallet, ils ont été transférés dans un wallet particulier, la personne meurt et les héritiers viennent nous voir en disant « Mon père, il avait des actions, vos tokens, je ne sais pas où ils sont, mais ce n'est pas mon problème. » Et puis, entre-temps, les tokens, ils ont été revendus à quelqu'un et puis ils circulent. Et la personne qui vient avec ces tokens me dit « Moi, j'ai les actions. » Et puis, l'héritier me dit « Moi, j'ai aussi les actions. » Comment vous réglez le problème? L'avocat m'a dit « Vous ne le réglerez pas. Ça va se régler en contentieux et ça va être très compliqué. » Et ce qui va se passer, c'est que de toute façon, les tribunaux français ne reconnaîtront pas les tokens. Parce qu'actuellement, il n'y a pas le mécanisme comme aux États-Unis où vous pouvez dire on a le droit légalement de tokeniser une action. En France, on peut le faire,
on peut tokeniser l'action, mais c'est l'action qui reste la valeur juridique. Et donc, après, si le token est déconnecté à un moment ou à un autre de l'action, c'est C'est l'action l'action qui est qui a prioritaire. le… Voilà. Donc, on Et pourrait donc, on n'a plus avoir du… on pourrait avoir le token qui est détenu dans le wallet d'une personne A et l'action correspondante à ce token qui est détenue dans les registres et dans les physiques, cette fois-ci, Voilà. par une personne B. Qui est réellement le propriétaire du… Voilà. On ne sait pas, on ne sait plus. Et on peut même pousser la logique plus loin, c'est que les tokens, c'est fongible, donc vous pourriez avoir 5 actionnaires pour une seule et même action. Parce que le problème, c'est qu'en euros, à la rigueur, on peut dire on fait une action de 1 centime, mais un token, il y a 8, je crois qu'il y a 8 chiffres derrière la Décimal, ouais, ça virgule. part, bien sûr, Voilà. il n'y a pas de… Et on peut se retrouver avec des milliers de personnes. Donc, quand vous envoyez une assemblée générale, vous imaginez le Ingérable, nombre de recommandations ingérable, envoyées. d'accord. Voilà. Les assemblées générales, ça peut aussi se faire de façon virtuelle ou quelque chose comme ça, mais c'est compliqué. Ça peut, on n'est pas Alors, obligé d'être en déjà, présentiel quand même. Ouais. ça n'est que depuis la pandémie. Ouais. Avant, ce n'était pas le cas, donc quand on a commencé, ce n'était pas encore vraiment le cas. Ensuite, même organiser des assemblées générales virtuellement, ce n'est pas des choses faciles. Et puis, l'idée de dire on va créer une société par bien, parce que c'était l'idée initiale aussi, vous avez 200 biens, vous faites une assemblée générale tous les jours. Voilà, c'est… Et puis, attention, à chaque changement, vous avez des déclarations fiscales à faire. Alors ça, c'est le deuxième point, c'est la fiscalité. Okay. Vous avez des déclarations fiscales à faire. Donc, vous avez 5% de frais de mutation pour chaque action. Donc, à chaque fois que vous vendez un token, nous, on est obligé de faire une déclaration au fisc pour dire, voilà, M. Bidule doit payer 5%. Les droits de mutation. Les droits de mutation. Voilà. Ouais. Plus, ensuite, les inscriptions au greffe. Enfin, bon, bref, c'est aucun moyen, et précisons, aucun moyen de contourner ça en investissant depuis des structures qui ne seraient pas en France. On reste sur le droit français, quel qu'il soit, puisque c'est de l'immobilier qui est… on reste sur le droit français. Il n'y a pas moyen de contourner ça en ayant une structure en Allemagne ou autre, non ? Si. À la rigueur, on peut créer une société dans le Delaware qui va acheter les biens immobiliers à Berlin. Mais en fait, le fait d'avoir un contrat de droit français, c'est quand même très protecteur pour les investisseurs, en tout cas pour les investisseurs français. Et pour tous les investisseurs européens, ils ont aussi une juridiction en cas de contentieux qui est une juridiction locale, si je puis dire. Alors, commencer à dire, voilà, on achète à Berlin et vous avez une juridiction aux États-Unis, ça fait quand même un peu… Enfin, moi, en tant qu'investisseur, je préfère quand même avoir un tribunal français, même si, a priori, je n'ai jamais à l'utiliser. Si jamais il y a un jour un problème, bon… Déjà, il parle français. Je pense que ça, c'est une vraie question en fait, que vous posez. Je me posais la question à moi-même, entre avoir un token donc, porté par une LLC au Delaware qui investit sur des biens en Allemagne, mais cette fois-ci, je suis réellement actionnaire en fait, de la LLC, ou bien avoir des royalties d'une société française qui détient des biens en Allemagne, lequel est le plus risqué au niveau des investisseurs. Et je pense que là, il y aurait vraiment, il faudrait presque les faire voter parce que je pense qu'il y aurait différentes aversions au risque. Moi, étant donné que j'ai vraiment du mal avec les royalties, que j'aime bien être détenteur de vraies parts, j'irais plutôt sur la LLC, quand bien même, surtout que je suis habitué en fait avec Realty, mais c'est vrai que la difficulté que tu poses là, elle est particulière parce que c'est vrai que là, les biens sont en Allemagne. Donc, on a une LLC aux États-Unis avec des biens en Allemagne, alors que Realty, on a une LLC dans le même pays où est situé les biens immobiliers. On peut imaginer que ce soit… Ouais. Voilà. Or, des contentieux, il peut y en avoir. Par exemple, on a eu la crise des surprimes. Imaginez une crise des surprimes actuellement, vos biens immobiliers, non seulement ils ne valent plus rien, mais vos locataires s'en vont. Donc, vous vous retrouvez avec, certes, des actions d'une société, avec une maison qui ne vaut plus rien et plus de locataires, avec quand même des charges de coûts, puisqu'en fait, il faut quand même payer les charges et les taxes. Et donc, dans ce cas-là, il va y avoir du contentieux. Bon, votre contentieux, il est aux États-Unis avec les coûts que ça représente, le contentieux américain par rapport au contentieux français, qui est déjà quand même pas assez élevé. Et si vous êtes français, vaut mieux avoir, à mon sens, vaut mieux avoir une structure française avec du droit français pour de l'investissement partout en Europe. Surtout dans la zone euro, il y a moins de…
c'est quand même le droit européen qui s'applique un peu partout, hein, il est très homogène. Ça aurait simplifié les choses d'avoir la structure en Allemagne pour les biens en Allemagne. Ça aurait simplifié ou pas? Non, ça ne change pas grand-chose. Objectivement, ça ne change pas grand-chose. Alors, on le fera peut-être aussi au Luxembourg. Ça dépend des volumes, ça dépend de ce qu'on fait. Là, on est dans une logique patrimoniale. On serait dans une logique de revenus. Je pense qu'on aurait créé une structure au Luxembourg. En fait, idéalement, on aurait dû, ce qu'on voulait faire au départ, c'était créer une société holding et ensuite créer des sociétés mères, des sociétés filles, pardon, en fonction de la typologie d'investissement. Par exemple, une pour Berlin, une pour des parkings, une pour du viager, une pour voilà. Donc ça, c'était le projet initial. Donc après, la holding ou les sociétés filles auraient été là où c'est le plus intéressant au niveau de la fiscalité. Par contre, quand on est parti véritablement dans une logique patrimoniale, il faut bien voir que dans une logique patrimoniale, les sociétés ne font pas de bénéfices. L'objectif, ce n'est pas du bénéfice, du cash à la fin, c'est de se créer un patrimoine immobilier. Voilà. Donc, l'action, ça n'a pas tellement de sens parce qu'à la fin, de toute façon, il n'y aurait pas beaucoup de dividendes. Ça n'est qu'au moment de la revente. Oui, moi, c'était plus pour pouvoir me déconnecter du royalties, etc., pour vraiment avoir le sentiment de propriété, parce que j'ai un peu de mal à développer un patrimoine au travers de royalties. Mais ça, c'est quelque chose de personnel qui peut être discuté. Tout le monde n'est pas comme ça. Il n'y en a qui investissent sur Brix et qui se construisent un patrimoine comme ça. Ouais. C'est clair que ça reste un sentiment. La vocation, tu as cité le Luxembourg, etc. La vocation de ce Berlcoin, c'est de grossir uniquement sur Berlin ou c'est de s'étendre à d'autres pays, d'autres propriétés? Ou bien si vous allez sur d'autres types de propriétés, vous allez créer de nouveaux coins? Voilà. Berlcoin, ça restera à Berlin. D'abord parce que dans la mesure où on l'indexe sur le marché berlinois, on ne peut pas acheter ailleurs qu'à Berlin. Sinon, il y a un problème de… Bon, ça risquerait d'être difficilement vendable. Ensuite, oui, on a d'autres modèles. De toute façon, on a déjà, par exemple, on a tokenisé un bien immobilier à Lille qui, lui, fonctionne avec des systèmes d'indexation aussi, mais basés là, clairement, sur les loyers. Ce qu'on a voulu, en fait, sur Berlcoin, c'est ne pas faire prendre de risques qui ne soient pas quantifiables aux investisseurs. Donc, le risque de marché, il est pris par nous. Si on prend le risque lié à un bien immobilier, il est lié à la mutualisation. Et le risque lié à la mauvaise gestion, si je puis dire, s'il y a des vacances locatives, s'il y a ce genre de choses, c'est pareil, c'est nous qui le prenons sur les loyers. C'est nous qui gérons les loyers, c'est nous qui réinvestissons dedans. Donc, en fait, l'investisseur ne prend le risque que ce que vous aviez clairement identifié initialement, à savoir, est-ce que Berlin, ça va monter ou pas? Donc, si Berlin monte, eh bien, on gagne de l'argent. Je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est quand même un véhicule tout à fait inédit et tout à fait intéressant pour s'exposer géographiquement à quelque chose de différent, donc au marché de Berlin, pour être indexé sur toujours l'évolution du marché à Berlin, et pour pouvoir investir des petits montants, parce qu'on est sur du fractionné, c'est-à-dire que je crois que ça démarre à quoi? 1 euro, 10 euros, 100 euros, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment tout petit. Donc je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil sur Berlcoin. Je te laisse le mot de la fin, tu peux t'exprimer librement si tu as une annonce à faire. Eh bien, n'hésitez pas à investir à Berlin. Pour nous, a priori, ça va encore monter pendant de nombreuses années. On a fait en sorte de limiter au maximum le risque pour les investisseurs. Donc, vous ne prenez pas trop de risques en investissant dans de l'immobilier berlinois. Très bien. Investissez à Berlcoin. Eh ben, je te remercie, c'était vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur la tokenisation. On est fan d'immobilier tokenisé sur ma chaîne. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et merci de m'avoir invité. Bonne journée. À toi aussi. Au revoir.